Il reste un peu moins de 2 semaines pour mettre TV Liberté à l'abri jusqu'à la prochaine attaque. Ces derniers jours, vous avez déjà été incroyablement nombreux à nous témoigner votre soutien. Mais la censure bancaire ordonnée par un pouvoir politique aux abois nous a asséné un coup dur. En nous privant de notre compte bancaire et donc d'une partie des soutiens mensuels que nous recevions, notre budget prévisionnel a été littéralement amputé. Aujourd'hui encore, l'équilibre n'est pas rétabli. Parmi vous, je le sais, certains souffrent aussi de cet extrême centre au pouvoir qui nous appauvrit. Mais d'autres attendent aussi un peu impassibles un changement qui ne viendra pas sans rien faire. Pour renverser la table, chacun doit, à sa mesure, se retrousser les manches. Et renverser la table, c'est avant tout éveiller les consciences. Mais nous ne pouvons pas continuer cette mission sans vous. Alors dès à présent, aidez TVL. Il n'y a pas de petits gestes. Chacun d'entre vous peut changer notre destin. Et nous continuerons, nous, à faire beaucoup avec bien peu. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous. Il reste dans la mémoire collective comme l'un des généraux américains les plus connus de la Seconde Guerre mondiale. George Patton, flamboyant pour certains, brutal pour d'autres, est surtout un militaire au style singulier, indissociable de la guerre mécanisée et du front européen. Mais derrière l'uniforme et les déclarations fracassantes, il y a un homme, un parcours, une pensée que l'on découvre dans ses propres mots. Ces mots, ce sont ses carnets, ses journaux, ses lettres, des documents rassemblés, présentés et annotés par l'historien Boris Laurent dans un ouvrage intitulé « Carnet secret du général Patton », récemment réédité chez Nouveau Monde Éditions. Et c'est ce livre que nous allons explorer avec lui. Boris Laurent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste des relations internationales et des questions militaires contemporaines. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La guerre totale à l'Est, 1941-1945, paru en 2014 chez Chronos. Le Troisième Reich pouvait-il gagner la bataille de l'Atlantique en 2018 chez Economica, et toujours chez Economica en 2020, les batailles arctiques 1941-1945, et une histoire de l'armée russe des tsars à Poutine, paru en 2024 chez Nouveau Monde. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et comme je le disais, vous avez commenté les mémoires du maréchal Paulus, également, toujours publié chez le même éditeur. Et enfin, vous avez annoté les carnets du général Patton, dans cette édition parue chez Nouveau Monde en 2024. Ces carnets, ce sont pour l'essentiel les propres écrits du général Patton, des journaux, des lettres, des réflexions, des rapports, que vous avez contextualisés pour le lecteur d'aujourd'hui. Alors on y découvre un homme bien plus riche que l'image parfois figée donnée par le cinéma, que l'on garde de lui, et ce qu'il décrit de lui-même est souvent surprenant. On voit que c'est un homme enraciné dans une histoire familiale et militaire. Et dès les premières pages, il revient longuement sur son enfance, ses ancêtres militaires et cette fierté héréditaire. Il écrit « Je devais être le plus heureux du monde, je l'étais sûrement ». Alors, quelle fut son enfance de Patton ? Patton, il a une enfance, il a une enfance qui est très heureuse en réalité. Et donc il navigue entre la Californie et la Virginie pour l'école, il rejoindra l'école militaire par la suite. Mais c'est une enfance qui est vraiment très heureuse, très familiale, et très entourée. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a cet héritage militaire très prégnant, très fort et très jeune en fait. Tout en étant assez loin finalement de l'idée de guerre ou de combat, où il va se tourner vers cet idéal militaire, et puis ça va être pour lui finalement son seul avenir. C'est pour lui, il n'a que ça à faire. Ça va être son travail, ça va être sa passion, ça sera l'armée. Et c'est un jeune garçon qui, déjà très jeune, aime les chevaux. Donc pour lui, il n'y a aucun doute, ce sera la cavalerie. Ça sera la cavalerie. Et il va le démontrer par la suite, puisqu'il fera toute sa carrière dans la cavalerie, et l'arme blindée plus tard.
Donc oui, la jeunesse de Patton, finalement, c'est un peu un long fleuve tranquille. Mais son père est militaire ? Alors, son père, il a toute une série d'aïeux et de son père est un non, pas un militaire, mais est un industriel, enfin, quelqu'un qui est dans le monde des affaires. Mais le poids de l'histoire familiale, finalement, va le rattraper. Et de là va naître cette passion pour la chose militaire, pour d'abord l'armée en tant que cadre de vie, qui est un cadre vertueux pour lui, fait de traditions, de principes forts. Et puis petit à petit, il va développer une sorte de quelque chose d'assez amusant. Il va croire ou faire croire qu'il croit en la réincarnation, oui, finalement. C'est ce qu'il dit. Il dit je pense que j'ai déjà commandé des légions romaines et que j'ai combattu à Hastings. Oui. Pourtant, c'est un sudiste catholique. Oui, c'est un sudiste. Alors, il est très... c'est un univers assez WASP, très sud, même dans les relations raciales, entre les Noirs et les Blancs, par exemple. Mais il va avoir ce côté assez bizarre, ou en tout cas faire croire que lui-même y croit. Il y a un personnage Patton aussi. Et donc Hastings, oui, il était en 1066 à Hastings, il était dans les légions romaines, je crois même qu'il parle de batailles napoléoniennes à certains endroits, enfin c'est assez particulier. Et tout ça sont des lectures de jeunesse, parce qu'il lit César, Napoléon, l'Iliade. Ah oui, complètement, complètement. Il s'imprègne de cette littérature qui met finalement qui fait du fait d'armes, de l'héroïsme, quelque chose d'important, quoi. Oui, on reparlera de l'héroïsme, de sa vision de l'héroïsme. Mais finalement, ce mélange d'idéalisme, voire de mysticisme, est-ce que c'est une clé pour comprendre sa manière de voir la guerre ? Oui, alors c'est une clé pour comprendre le personnage et son décalage par rapport à certaines réalités, finalement. Après, pour comprendre la guerre, il a une vision de la guerre qui est qui est à la fois très académique et très opérationnelle. Académique par ses études, par les écoles militaires, et très opérationnelle par son expérience du feu. Il va forger sa propre vision de la guerre, sa propre vision de la bataille, qui sera d'ailleurs vraiment brillante. C'est un vrai penseur, Patton. Et donc il rentre très tôt, enfin il suit tout le cursus du jeune officier américain, donc toujours dans la cavalerie. Et même s'il est issu d'une longue tradition sudiste, c'est pas un conservateur, c'est un novateur aussi en termes de. Il s'intéresse très tôt aux blindés. Oui, alors comme beaucoup finalement. Il a le côté, on pourrait dire politiquement, c'est un conservateur, ou on va dire républicain, mais au niveau de la technique, de la technologie, il a il s'intéresse beaucoup à la notion de progrès technique et technologique. Et donc, il va l'appliquer dans la guerre, dans le combat, et il va faire l'expérience du blindé pendant la Première Guerre mondiale. Donc en 1917, il est envoyé en France. Il est envoyé en France avec le corps expéditionnaire américain. Il est sous les ordres de Pershing. Oui. Et il va connaître le feu avec un blindé français. Qui est le char, le FT-17 Renault. Et donc il va monter au feu avec son blindé et il va connaître cette expérience du feu. Il va discuter avec des spécialistes de l'arme blindée britanniques et français et donc vraiment s'intéresser en profondeur à la technique et au mécanisme et à toutes les possibilités qu'offre le char. Et est-ce qu'il rejoint en cela toute cette génération d'officiers dont fait partie De Gaulle, par exemple, qui a la prescience de ce que va être l'utilisation du blindé ? Complètement. Il anticipe ce que sera la prochaine guerre, avec des forces mécanisées, beaucoup mieux organisées, beaucoup plus structurées. Et donc oui, il voit complètement ce qui va arriver. Alors, son apprentissage de soldat, c'est aussi, on voit ses carnets révèlent un homme qui est obsédé par l'entraînement, par la discipline. Il impose une discipline de fer, des marches forcées, des exercices.
mais en même temps, il est très attaché à la tenue, à la politesse des soldats. Est-ce que c'est caractéristique de l'officier américain ou de Patton? Je pense que, alors, pour ce qui est de l'entraînement, les marches, le côté opérationnel, faire en sorte que sa troupe soit toujours à 100%, il y a le côté américain, je crois que le perfectionnisme américain tourne à plein là. Lui, il injecte en plus le sens de la tradition du Sud. Cette espèce de la politesse pour les soldats, hein, parce que lui n'est pas très très poli selon les circonstances. Mais il y a ce respect de la tradition, du savoir-vivre, qui est propre aussi à une certaine classe sociale du sud des États-Unis. Donc il injecte un peu des deux, mais c'est vrai qu'il est intransigeant, il est parfois impitoyable avec sa troupe, comme il l'est avec lui-même. Et ça, je pense, c'est une constante chez Patton. Et c'est ça qui est intéressant chez le personnage. Ce n'est pas c'est pas quelqu'un qui fait payer à sa troupe quelque chose, ou qui marque un décalage entre l'officier et la troupe. Il est avec ses hommes, et ce qu'endure sa troupe, lui-même l'endure. Ça, c'est constant chez lui. Alors, on parlait de l'héroïsme, et donc il connaît le feu en 17-18, et il revient un peu sur cette vision idéalisée qu'il avait de l'héroïsme. Il dit l'héroïsme est futile sans discipline, mais en même temps il dit que le rôle de soldat, c'est pas de mourir finalement héroïquement, mais d'aller tuer le salaud qui est en face, pour reprendre ces termes. Est-ce que là aussi on est dans une façon américaine de voir l'héroïsme qui finalement n'est pas efficace? Alors oui, peut-être, mais c'est vraiment, là on est vraiment sur le personnage Patton. Et son expression, ses carnets finalement c'est son intimité. C'est être dans la part d'intimité de Patton, au fond de sa pensée. Et c'est assez brutal, quoi. Le fait de dire effectivement que le but du travail c'est pas de mourir pour sa patrie, mais de faire en sorte que le salaud d'en face meure pour la sienne, je crois que ça résume très bien la mentalité de Patton. L'efficacité et la brutalité. C'est quelqu'un qui est vraiment brutal sur le champ de bataille. Hein. On ne fait pas de quartier, pas de cadeau. Quoi, hein. Voire pas de prisonniers, comme on l'a vu en Italie, d'ailleurs. Voire pas de prisonniers, effectivement. Donc ça fait partie de la guerre, ça fait partie du boulot. Hein, donc il ne s'embarrasse pas de considérations éthiques ou morales là-dessus. La morale, elle est du côté... elle est dans le camp des États-Unis. Donc à partir de là... Il a le sentiment de faire partie du camp du bien? Oui, je pense, oui. Oui, complètement. Surtout qu'au fur et à mesure que la guerre quand on va arriver vers la fin de la guerre, il va d'autant plus croire qu'il est dans le camp du bien que face à lui, il va rencontrer ses homologues soviétiques. Et à partir de là, il sera persuadé d'être dans le camp du bien, oui. Alors justement, on va parler de son style de commandement au quotidien. Donc, il débarque en Afrique du Nord, en Sicile et en France. Donc, il commande des troupes nombreuses dans des conditions difficiles. Donc, il semble donc, très directif, très proche de ses hommes, vous l'avez dit. Mais quel était son style de commandement au quotidien? C'est le commandement de l'avant. C'est Patton, il est toujours dans les véhicules de tête. Il est donc au milieu de ses hommes et toujours de l'avant. Il commande de l'avant, jamais de l'arrière. Donc c'est quelqu'un qui imprime une marque de très offensive. C'est tout pour l'attaque. Ça ressemble un petit peu au type de commandement allemand qu'on a pu voir en France en 40 ou au début de l'opération Barbarossa en URSS en 41. C'est l'arme blindée est là pour vraiment progresser le plus loin possible, à charge de l'infanterie de s'occuper du reste. Mais lui, il est dans cet état d'esprit, foncer le plus loin possible. Et il a une vision qui est vraiment intéressante par rapport à d'autres, c'est qu'il a une vision qui est très 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 large et très profonde du champ de bataille. Patton, il voit le champ de bataille par la vue aérienne, par les avions, par voir le plus loin possible dans le dispositif ennemi. C'est pour ça que j'explique dans mon livre qu'il touche du doigt ce que les soviétiques font avec l'art opératif. Non, il fait de l'art opératif sans le savoir, finalement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc il est très agressif, tout pour l'attaque, aller le plus vite possible. C'est pour ça qu'il se fâche souvent avec les Britanniques, qu'il trouve beaucoup trop timides et précautionneux.
Et avec ces hommes, donc, est-ce qu'ils cherchent à être aimés ou juste respectés? Il y a cet épisode de la gifle qu'il porte à un soldat hospitalisé. Est-ce que ça l'a marqué? Il en parle peu, il l'assume pas vraiment. Est-ce que il a le sentiment d'avoir franchi une ligne quand même? Ouais, il sent qu'il a quand même dépassé les bornes sur ce coup-là, mais au fond, l'acte de la gifle révèle le personnage. C'est quelqu'un qui la faiblesse pour ce type de mission. Donc faire la guerre, la faiblesse est interdite. Donc c'est donner plus de force à l'ennemi en étant faible soi-même. Et donc comme lui s'impose quand même une discipline de fer, qu'il est un modèle pour ces hommes, il ne supporte pas que cet effet miroir ne soit pas évident. Donc là, le coup de la gifle, oui, après il le regrettera quand même. Il à demi-mot. Bien sûr, c'est Patton. Mais il va être réprimandé par sa hiérarchie pour ça. Et alors justement, il en parle peu, hein, on sent qu'il assume à moitié. Je voudrais revenir sur le style qu'il emploie, son style épistolaire ou littéraire dans ses rapports. Donc il écrit à qui? À sa femme principalement? Alors il écrit à lui-même, Oui. Il écrit ses carnets pour lui. Pour la postérité probablement, parce que certaines phrases sont assez croustillantes. Enfin, il y a un style d'écriture de Patton. Il écrit beaucoup à sa femme, énormément. Où là, on est vraiment dans l'intimité du soldat, de l'homme sur le champ de bataille, qui raconte réellement ce qui se passe. On voit aussi son regard sur les autres, où il explique à sa femme un tel, pénible. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, cette correspondance avec son épouse. Donc c'est essentiellement ça, oui. Mais ces lettres n'étaient pas destinées à être publiées. Comment sont-elles venues jusqu'à nous? Les lettres ont été, tout a été réuni par la famille qui, à un moment donné, alors je ne sais pas s'il y a eu une volonté de les publier ou si c'est tombé ça a été confié à certaines archives et c'est tombé dans le domaine public. Donc c'est toujours, là, il y a un flou, là, je ne sais pas si c'était la volonté de la famille de les faire publier, en tout cas. Alors, je voudrais revenir sur le terrain, notamment Patton, on entend beaucoup parler de lui au moment de la bataille des Ardennes. Il réussit un coup de génie militaire. Donc est-ce que c'était vraiment un bon tacticien ou est-ce qu'il avait une vision stratégique également du combat? C'est un général, c'est un militaire qui est assez complet. Il a le sens tactique, donc du local, de la bataille, et il a le sens même opératif à la soviétique, c'est-à-dire qu'il va voir loin sur le champ de bataille, il a une vision qui est très globale. Oui. Et le sens stratégique, alors la stratégie, il la laisse plutôt à Eisenhower, vous voyez, ou peut-être même à Bradley, mais surtout à Eisenhower. Eisenhower fixe les objectifs, lui, il fait le job. Il va remplir l'objectif, mais avec un sens tout à fait assez fin du tactique et de l'opératif. Racontez-nous ce qui se passe la bataille des Ardennes. Donc sur les Ardennes, donc on a les Allemands qui déclenchent une contre-offensive au mois de décembre 1944, dont l'objectif est de couper les lignes de ravitaillement alliées. Et de pousser jusqu'au port d'Anvers. Donc l'offensive, les Alliés sont pris par surprise, et l'offensive dans les premiers jours fonctionne. C'est un peu le chaos, il y a beaucoup de prisonniers américains. Donc Eisenhower demande à Patton d'aller prêter main forte, notamment à la 101e division aéroportée américaine, qui est encerclée à Bastogne. Et donc Patton mène une manœuvre en tenaille où il va en fait pincer la base ou le centre de la contre-offensive allemande. Il va couper finalement une partie des forces allemandes du reste de leur armée. Donc la partie à l'est va devoir se replier vers l'Allemagne, mais la partie qui est coincée à l'ouest, elle va être prise dans une nasse finalement. Est-ce qui fait le succès, c'est la rapidité de l'opération? Oui. Il y va avec, je crois, il a une division blindée et 2 divisions d'infanterie. Et donc, ce qui fait le succès de cette manœuvre, pour venir vraiment trancher dans le saillant, c'est la rapidité d'exécution. Et donc, Patton, qui a un style très agressif et qui ne pense que par la rapidité. Donc, il fonce à travers le saillant et il le coupe en quelques jours.
Et son état-major suit. Est-ce qu'il s'entoure d'hommes qui sont dans la même logique que lui? Oui, il choisit. Alors, il sait s'entourer. Donc, il y a une cohérence dans l'état-major de l'armée de Patton, parce que lui-même, quand il donne ses ordres, il sait très bien qu'ils seront à la fois exécutés, et avec la liberté d'action aussi qui fait la qualité de l'armée américaine à ce moment-là. Il y a un sens de la liberté d'action, alors pas autant que chez les Allemands, ça sera copié après par les États-Unis, par les pays de l'OTAN plus tard, mais déjà, on a chez les officiers et sous-officiers cette manière de mener l'opération. On donne l'objectif, mais on laisse l'officier ou le sous-officier libre de la mener comme il le souhaite. Donc après la bataille des Ardennes, donc des nouvelles défaites allemandes, il rentre en Allemagne. Est-ce qu'il se comporte différemment lorsqu'il est en Allemagne par rapport à ce qu'il a connu en Afrique du Nord ou Alors, en Italie? en Allemagne, il se comporte différemment par rapport à la troupe adverse. C'est-à-dire qu'en Italie, il méprisait les Italiens. Il y avait une espèce de racisme quand même bien ancré chez Patton sur l'armée italienne et les Italiens en général. C'était pas très sympathique. Quand il va en Allemagne, ou même il tient quand même en estime l'armée allemande. Il voit la combativité de son adversaire, son sens de la discipline. Donc ça lui parle. C'est quelque chose qui l'affecte, qui le touche. Donc il n'a pas la même attitude vis-à-vis des gens en Allemagne qu'en Italie, ça c'est sûr. Après, il a toujours le même style de commandement. Il fonce, c'est un fonceur. Eisenhower le met en garde à un moment donné pour prendre trêve. Lui intime l'ordre d'attendre d'avoir des renforts, et Patton lui dit que ça y est, il a déjà pris trêve, et il lui demande mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rendre la ville aux Allemands pour la reprendre avec plus d'unité? Donc il est assez provocateur aussi. Il a fait coup en Italie où les ordres ont soi-disant été perdus, puisqu'on lui intime l'ordre d'attendre les Britanniques et de ralentir le rythme. Donc les ordres ont été perdus, et Patton ne ralentit pas, au contraire accélère. Donc ça fait partie aussi de son style. De contourner un peu la hiérarchie pour arriver à ses fins. Et ça, il se confie à sa femme sur ce genre de choses? Oui, alors il le dit sans le dire. Alors pour la ville de Trèves, là, on sait, il y a la conversation de Patton avec ses supérieurs et Eisenhower, où il explique, c'est là qu'il dit à Eisenhower, est-ce que je dois rendre la ville? Ça, c'est connu parce qu'il y a eu la communication. Après, sur l'Italie, par exemple, il y a dans le rapport, un officier de Patton explique qu'il malheureusement, les ordres ont été perdus. Voilà. Classique. Alors, vous dites qu'il est très aimé de ses hommes, véritablement, malgré la dureté, malgré la discipline. On dit, par exemple, qu'il donne, lorsque les hommes sont au repos à l'arrière, il faut qu'ils soient toujours impeccables, ils ont des amendes si les chaussures ne sont pas bien cirées, les boutons lustrés. Et ça pose pas, parce que j'ai reçu Pierre de Taillac il y a quelques semaines sur l'édition française du livre de Bill Mauldin sur le front, où on voit Bill Mauldin d'ailleurs qui se heurte à Patton parce qu'il montre des soldats complètement débraillés, crevés, barbus, mal rasés. Et donc là, c'est pas du tout la vision qu'a Patton, c'est pas du tout la vision que veut imposer Patton à ses soldats. Non, il a cette vision lui-même est toujours tiré à quatre épingles. Tiré à quatre épingles, et en plus dans un style qu'il n'y a que lui, quoi. Le casque lustré, les colts en crosse d'ivoire, les bottes de cavalier cirées. C'est assez incroyable. Et donc il attend de sa troupe que sa troupe soit comme lui, impeccable. Donc le bouton est fermé, la cravate est mise, et puis quasiment. Et donc l'aspect vestimentaire impeccable. C'est une armée qui se respecte, une armée qui sait se tenir. Et l'entraînement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, effectivement. Il va faire subir des entraînements, notamment en Afrique du Nord, sur des troupes plutôt indisciplinées, qui va recadrer, et qui vont retrouver énormément de combativité pour la suite des opérations. Il leur transmet le feu sacré, son moral. Voilà. Il dit le moral, c'est 90% le moral d'un chef. Et alors justement, ses chefs à lui, quelle vision a-t-il de sa hiérarchie, et sa hiérarchie, qu'est-ce qu'elle pense de Patton? Alors, il respecte malgré tout, malgré les nombreux désaccords. Est-ce qu'il a des petits mots sévères de temps en temps ou croustillants que vous pourriez nous dire sur Montgomery ou sur sur Montgomery, c'est certain.
Ouais. Il ne l'aime pas du tout. D'abord, il n'aime pas vraiment les Anglais. Et Montgomery en particulier, c'est la cible numéro 1. Et parce que Montgomery, c'est un officier qui est très prudent, qui pèse beaucoup la décision avant d'agir. Et donc lui, ça ne lui convient pas du tout comme style de commandement. Il pense qu'il aurait pu gagner la guerre plus vite si les Anglais n'avaient pas freiné tout ça. Donc il en veut un petit peu aussi au commandement suprême, donc à Eisenhower. Il y a une dispute, notamment en Italie, en Sicile, sur l'attribution de carburant pour les Britanniques ou les Américains. Donc Patton estime que le carburant doit lui revenir parce que comme il est moins frileux dans les opérations que son homologue britannique, il gagnera la partie plus vite. Et donc il y a une course qui s'opère entre les Britanniques et finalement, pour des raisons politiques, Eisenhower va favoriser les Britanniques. Tout ça pour toujours concilier l'allié britannique, pour éviter qu'il y ait des tensions trop grandes. Et ça, Patton y en veut beaucoup à Eisenhower, d'être trop conciliant, d'être trop sympa avec les Britanniques. Donc, mais bon, c'est quand même cette forme de respect parce qu'Eisenhower, c'est un sacré personnage aussi. Puis qui a une vraie vision, qui a les idées claires et qui a une vraie vision stratégique. Et ça, Patton, il affectionne ce genre cette droiture et cette vision claire. Et vis-à-vis de Bradley ? Alors Bradley, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de heurt particulier entre les deux hommes. Les deux hommes s'apprécient. Bradley, bien sûr, comme la plupart des généraux, craint Patton. Craint, c'est les débordements de Patton, plus que Patton lui-même. Mais a toujours peur, joue un peu sur du velours parce qu'on ne sait jamais. L'étincelle peut enflammer Patton très vite sur une idée fixe ou une lubie. C'est quelqu'un qui peut être dangereux au niveau politique. C'est ça, il a un mépris des politiques ou... Oui, il n'aime pas trop ça. Enfin bon, il meurt juste après la guerre, mais on ne lui sent pas d'ambition politique. Non, aucune. Et d'ailleurs, lui-même reconnaît que Eisenhower, finalement, est à sa place. Parce que lui, c'est un fin politique, même en tant que militaire. D'ailleurs, ça lui réussira, puisqu'il sera élu président. Mais il sait gérer tout ça, ce côté politique des rapports entre les nations et entre les hommes. Lui, Patton, pas du tout. Non. Ouais. La preuve, c'est qu'à la fin de la guerre, ça tourne au vinaigre. On va en parler. Donc, il rentre en Allemagne. Il va jusqu'où en Allemagne Il va jusqu'en l'Allemagne. Il va jusqu'en Bavière. Et puis après, lui, il voulait aller jusqu'à Berlin. Oui. Mais on lui a dit c'est pas possible. Mais il fait une jonction avec les. Il fait une jonction avec les troupes soviétiques. Oui. Et là, il rencontre ses homologues. Qu'est-ce qu'il raconte sur cette rencontre ? Alors là, il n'est pas du tout. Là, c'est le choc pour lui. C'est tout de suite, il sent que ça va dégénérer cette histoire avec les soviétiques et que le prochain ennemi, ça sera l'armée rouge. Qu'est-ce qui lui fait sentir ça ? Il les voit. D'abord, il y a le communisme. Bon. Pour lui, c'est l'ennemi. Voilà. Oui, en plus, c'est un gars du Sud, donc la vision WASP, ça marche pas, quoi. Donc il y a cette vision idéologique, le communisme, et puis il voit l'attitude assez brutale, presque sauvage, ce qu'il considère que ce sont des sauvages quand même. Et là, il écrit. L'aspect brutal, c'est pas forcément pour lui déplaire. Non. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté plus sauvage de sortir des limites de la civilisation quelque part. Et là, ça déraille un peu, quoi. Là, donc il dit ce sont eux les vrais ennemis. Oui. Et alors, il propose carrément, il le propose à qui, vous venez nous le dire, d'utiliser d'anciens soldats allemands, enfin de ce qui reste de l'armée allemande, pour aller casser du rouge. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il a un plan ou c'est juste une idée comme ça en l'air ? C'est une idée. Le plan n'est pas établi parce qu'en plus, on lui fait comprendre très vite qu'il faut qu'il arrête tout de suite. Et donc, non, c'est une idée. Enrôler dans l'armée américaine tous les soldats, tous les prisonniers de guerre de la Wehrmacht. J'imagine qu'il ne regarde pas non plus sur la couleur de l'uniforme, donc il peut y avoir de tout, de la Waffen-SS, L'objectif pour lui, c'est de faire barrage au communisme et à l'armée rouge, qu'il voit comme l'ennemi numéro 1 du monde libre. Et est-ce que cette position tranchée, c'est ce qui a conduit à sa mise à l'écart ? Comment ça se passe, cette mise à l'écart ? Sans quelle année ? On est en 1945, et puis on va lui confier, on va lui retirer son commandement.
Donc là, déjà, c'est un coup très dur pour Patton, parce que lui n'aime vivre que sur le terrain et en première ligne. Mais bon, déjà, la fin de la guerre en Europe l'avait diminué moralement. Hein. Déjà, le fait qu'il n'y ait plus de combat... Oui, il fait une dépression une sorte post-bellum. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Patton, sans opération, sans guerre, sans action, il s'ennuie. Et puis surtout, il trouve qu'il n'a plus de rôle à jouer. Donc on lui confie le commandement, enfin un commandement politique d'un territoire en Allemagne, où il doit gérer en fait la dénazification de son secteur. On lui reproche d'ailleurs de laisser en place des dignitaires nazis comme dans les administrations. Et ben, lui ne voit aucun inconvénient, étant donné que ce sont des gens compétents qui ont fait tourner l'administration nazie pendant quelques années. Donc plutôt que de livrer l'Allemagne au chaos, et son secteur en particulier, préfère les garder dans l'administration. Mais il est quand même très, très amer. Il écrit « Cette armée n'est plus la mienne ». Oui, il se sent dépossédé de quelque chose. Le fait de ne plus avoir de commandement direct, le fait que la guerre s'arrête, le fait qu'on le punisse en lui confiant cette dénazification, ça fait beaucoup d'ingrédients pour un personnage comme lui. Donc, il considère que, oui, tout part un peu n'importe comment, quoi. Alors, donc en relisant ces carnets, là, on découvre quand même un homme très différent du portrait public. Il est cultivé, il est organisé. Est-ce que vous qui l'avez lu et relu attentivement, j'imagine, qui êtes rentré dans son intimité, quelle est finalement votre vision? Est-ce que c'est un homme auquel vous êtes attaché, ou est-ce que c'est parfait? On ne peut pas rester indifférent déjà aux écrits de Patton, à sa personnalité, puisqu'on rentre vraiment dans son intimité, notamment avec les correspondances avec sa femme. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est droit, qui impose le respect, qui est un vrai penseur militaire, qui apporte beaucoup de choses, je trouve, à l'armée américaine en temps de paix, mais surtout en temps de guerre, dans le feu de l'action. C'est quelqu'un je trouve, qui peut être assez touchant aussi. Notamment dans la correspondance avec son épouse, je trouve que cette intimité-là est touchante. Et il y a quelque chose qui vient adoucir la vision, c'est vrai qu'on a, qui est biaisée aussi, notamment par le cinéma et même par ses propres écrits. Donc c'est quelqu'un c'est la complexité de l'homme au fond. C'est quelqu'un qui est complexe, comme beaucoup de gens, oui. Et comme la plupart des gens d'ailleurs. Et en cela, c'est quelqu'un qui est très humain. Et donc c'est ça qui est intéressant en lisant ces carnets. C'est de voir comment cet humain-là évolue dans un univers qui est quand même... C'est le chaos, quoi. C'est le chaos de la guerre, c'est l'horreur de la guerre. Et il a cette ligne, il n'en dévie pas. Il est très intègre, il ne dévie pas de sa morale. Il a son éthique du combat aussi, son éthique ses rapports avec les autres. Il n'en dévie jamais. Il ne se trompe pas finalement. Et c'est en cela qu'il est intéressant et qu'il faut lire ses carnets. Bien, eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons faire. Donc les carnets du général Patton, annotés par vos soins, c'est paru aux éditions du Nouveau Monde. C'est au format poche aujourd'hui. Boris Laurent, merci beaucoup pour d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez également annoté les mémoires du maréchal Paulus, toujours pour Nouveau Monde. Et il y a également, mais c'est pas vous qui les avez notés, Rommel et Eisenhower. Voilà, avant de nous quitter, je vous propose de prendre la direction de Saint-Germain-en-Laye, où le musée d'archéologie nationale propose une remarquable exposition intitulée « Les maîtres du feu ». Elle est consacrée à l'âge du bronze, cette période clé de la protohistoire s'étendant entre 2300 et 800 avant notre ère. Loin d'une simple galerie d'objets anciens, l'exposition offre un récit clair et documenté de ce que fut cette véritable révolution technologique et sociale. L'apparition du bronze, alliage de cuivre et d'étain, marque un tournant dans l'histoire humaine. On entre alors dans une ère de transformation des sociétés. Production en série, premier réseau d'échange à longue distance, élévation du statut du guerrier et même premier signe de territorialisation. Le parcours de l'exposition, riche de plus de 500 pièces, se structure autour de grands thèmes. D'abord la production. On découvre les gestes des bronziers, le rôle des forges, les outils, les moules et l'ingéniosité derrière des objets aussi divers que des épées, des parures ou des haches standardisées.
Viennent ensuite les échanges. Le territoire de la France actuelle devient un carrefour. Des bateaux cousus traversent la Manche et la Méditerranée. Les lingots d'étain circulent, tout comme les savoir-faire. Cette circulation s'accompagne aussi d'un monde symbolique qui évolue. Le soleil devient un élément central, les rituels se complexifient, l'image du chef et du guerrier s'impose dans l'imaginaire collectif. Mais ce qui distingue cette exposition, c'est aussi sa capacité à évoquer les modes de vie, habitats reconstitués, objets du quotidien, banquets communautaires, pratiques funéraires. À travers eux, c'est toute une société qu'on voit apparaître, organisée, mobile, ancrée dans des croyances puissantes. Scénographie soignée, dispositifs immersifs, jardins cultivés à l'image de ceux de l'époque, Les Maîtres du Feu est une exposition dense mais accessible, rigoureuse sans être aride et surtout éclairante. Elle démontre que l'âge du bronze n'est pas une simple parenthèse entre la pierre et le fer, mais une matrice, un moment fondateur de notre modernité. C'est à voir jusqu'au 9 mars 2026 au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez bien évidemment pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.